Don jouait de la trompette depuis l'âge de 12 ans. That he's kidnapping and held hostage. United States phone, truck in the back, the car keys missing, his gun missing, and the security system snatched out. You can see he's got rigor mortis and pooling. I got blood all over here too. Ça sentait le crime crapuleux. We don't know if your brother's okay or if he may be lying dead somewhere, but you don't want to talk to the police. Quelqu'un qui fuit et qui se cache, ça éveille les soupçons. I know for a fact that you're lying to me. So you just want to wait and see what happens, or you want to tell us? I got the phone call from the lady outside. She outside, she said, man, what's up with the building? She said, What is your it? pop's restaurant door all open, there's no one there, his truck is out in the back. I called my dad, like, his truck, his cell phone still going. The lady outside, she said, with everything open, you know what I'm saying? Like, your dad ain't nowhere to be found. À Milwaukee, dans le Wisconsin, un homme vient de signaler la disparition de son père. Donald Lewis, 64 ans. Les policiers ont été envoyés sur les lieux. Un établissement appelé le Jazz Café dont Donald Lewis était propriétaire. C'est le fils de Monsieur Lewis qui a appelé. Quand quelque chose ne va pas, je le sens. Et là, je craignais le pire. À leur arrivée, les policiers s'entretiennent avec André Lewis, l'homme qui a appelé les secours. Somebody came in, basically robbed him, took him. Who told you all this? Well, we went through the neighborhood and talked. My brother did. He's still probably walking over there, though, right here. We talked to a couple people that usually come in here on the regular, said that my boss was here, the employee was here. So how do you know he's kidnapped? United States phone, his truck in the back, the car keys missing, his gun missing, and the security system snatched out. Lordy. André Lewis a dit que son père avait été vu dans son café plus tôt dans la matinée, que l'établissement était ouvert mais vide, et que son père était introuvable. Let me just do a walkthrough with you. Just come in here with me. And so what time did you get here today? About 1:30. So you got here at 1:30 p.m. today? Yeah. Okay. All right, let's continue. Where was the cash drawer be? It's there. You already opened it? My big brother opened it. Where was that gun at? At the end of the counter, right under. Okay, is it loaded? It's loaded. Yeah. Where's the security system at? That's what it looked like. We didn't touch none of this. Okay, open cash drawer and it's empty. Security system is gone. The back door was open. See, this is my father's truck back here. All right, where's the basement? I just want to walk down. So the lady called you, you came out here, or did you call your mom? When she called me, I called my mom. Okay. Can we open this door? That's locked. Okay. Let me just look through here. La police a fouillé le sous-sol, mais il y avait une porte verrouillée en bas des escaliers, dont seul Monsieur Lewis avait les clés. Donc, on n'a pas pu inspecter toutes les pièces du café. All right, we'll go up front, and then I'm going to call a supervisor here, okay? Il était déjà arrivé que des propriétaires qui viennent collecter leur loyer et qui transportent de grosses sommes en liquide soient kidnappés, volés ou tués. On se disait que c'était ce qui était arrivé à Monsieur Lewis, qu'il avait été enlevé dans son établissement. Ça sentait le crime crapuleux. Les enquêteurs commencent à inspecter les lieux à la recherche d'indices. Security cameras are gone. The business is wide open. They said they did check the till, completely empty. So That means somebody took the money out? yeah, they think someone took the money. I did a whole walkthrough, boss. I didn't see anything, no, like bodies of blood or anything. We're going to take one more walkthrough and just Okay. one more search, okay? Okay. So
right away he tells me that he thinks his dad and the other employee are kidnapped. That he's kidnapped and being held hostage. Why? I said, how do you know that? And he said he's been talking to people in the neighborhood. You got a locked door over here. Yeah, there's a door with the padlock so we couldn't get through. Nope. Oh, he's gonna give you a second chance, you know. I know, that's good. It's like nice, I appreciate it. Les enquêteurs ont interrogé à nouveau les témoins et les membres de la famille pour en savoir plus sur Monsieur Lewis. Okay, what's your husband's last name? Lewis? Lewis. And first name? Donald. Donald? D-O-N-A-L-D. Don était de Tallulah, en Louisiane. Il jouait de la trompette depuis l'âge de 12 ans. Le jazz était sa passion. On était ensemble depuis 36 ans. Il ne passait pas une journée sans jouer. Donald et moi étions très proches. On passait toutes nos journées ensemble. On était plus comme des frères que des cousins. Don était trompettiste, mais il pouvait jouer de n'importe quel instrument, car il avait fait des études de musique. C'était un excellent trompettiste. L'une des choses qui comptait le plus pour lui, en dehors de sa famille, c'était sa trompette. Mon père était un grand homme, et il avait plein de cordes à son arc. Il était professeur, entrepreneur, propriétaire. Il était très engagé dans sa communauté. Il faisait beaucoup de choses. Mon fils, Dre, m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait personne au Jazz Café. J'ai eu un coup au cœur. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond, car ce n'était pas son genre de laisser son établissement sans surveillance. Mais j'avais bon espoir qu'il finisse par réapparaître quelque part. Sur place, la police s'entretient avec un autre fils de Donald, Ronell. I went down here to the pawn shop down here, and the guy said that he was here at 8:30 for breakfast. And they upstairs, and a guy that worked here at 8:30. Jason came. That's the employee? That's the employee came. What time does Jason usually get here? Mom, what time Jason get here? 6 in the morning. And you're unable to talk to Jason? I don't even have his information. We don't have his information, nobody? I don't even have his information. You don't know where he lives? No. How long have you guys known him? This is, don't know him, I just know him as an employee. When I come in, stop in, but he's been here for about what? How long? Jason's been working here? 5 months? About 5 months. On voulait absolument mettre la main sur Jason Small, l'employé qui était introuvable à ce moment-là, mais qui était la dernière personne à avoir été vue avec Monsieur Lewis. On ne savait pas ce qui lui était arrivé. He wouldn't leave his business like that. No. Oh, gun is gone. There's a gun that's missing, she told me. What's missing, dude? A gun. Somebody fucking... Yeah, I don't have nothing on Jason, how old he is, if he's a black male. None of them have Jason's information. And when he came here at 8:30 this morning, Jason was here with their father, you know, running the business as normal. But, so I said, have we been able to contact Jason? None of them have his phone number, so that's what they were just trying to do, is try to find some lady friend of his to see. Le fils de Donald parvient à joindre l'ami de Jason Small par téléphone. Did you find anything on Jason? Try it again, Mark. Go ahead, talk. Alright, I called the phone and I'm like, where you at? Show me, because they robbed this place, they took the gun, and they took the camera, they took the monitor to the camera. She's talking about Jason, right? Yeah. Cette personne avait eu une conversation avec Monsieur Small, puis le téléphone avait coupé. On en a déduit qu'il avait disparu, lui aussi, avec Donald Lewis. Après ça, on s'est dit... Bon, on a peut-être un autre enlèvement sur les bras.
On n'avait pas une minute à perdre. Car s'ils étaient blessés, plus vite on les retrouverait, plus vite on pourrait les aider. Les enquêteurs ont compris que pour trouver Donald Lewis, ils vont devoir trouver Jason Small. Jason était une connaissance de Don. Don l'avait pris sous son aile. Jason a commencé à travailler pour lui. C'était quelqu'un de discret. J'étais inquiète pour Don et Jason. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais j'ai tout de suite pensé que quelqu'un était entré dans le café et les avait forcés à partir. We don't know that anything bad happened, but this shouldn't have been something that you guys deserve this crime. Okay? So we have to have everybody outside, okay? Sur place, les enquêteurs parlent avec une autre amie de Donald Lewis, qui est passée au café plus tôt dans la matinée. Okay, so you're the one that called Mr. Andre? Yeah, I called him through the messenger on Facebook. Okay. That's how I was able to make him know what was going on. So I asked him what was going on. Okay, so what time did you come over here? What did you see here? The guy that worked at this shop right here, he's been in the neighborhood forever. And bro, what time was it? Well, let's not forget. Me, him, and another guy have been in the neighborhood forever. You know this guy's name at the auto shop? Ambrose. His name is Ambrose. D'après cette femme, Ambrose a dit avoir vu quelqu'un d'autre plus tôt ce matin-là dans l'établissement. La police m'a appelé plus tard pour me dire « Il y a un problème. Don a disparu et Jason aussi. » Moi, je leur ai dit non. Jason était là tout à l'heure. Jason est une femme. Elle avait le teint mat, elle était jeune, entre 25 et 30 ans. Il fallait qu'on détermine qui était cette personne et qu'on aille l'interroger. Ne disposant d'aucun élément pour identifier cette jeune femme, les enquêteurs s'intéressent de plus près à Jason Small et ils trouvent son adresse. Ils se rendent sur place et ils s'entretiennent avec ses colocataires. How's it going, ma'am? Can we come in and talk to you for a second? Jason's kind of missing at the moment. Yeah, he came to work at the, is it a bar or a restaurant on Fond 24th and Fond. He was at work today with the owner, and now him and the owner are both missing. So we're trying to figure out who, if anybody has seen him recently or talked to him. I think nothing. He was earlier, so he's trying to find me. He's like a brother. He's been living with us off and on. And now? The last time I knew he was staying with one of his sisters, Tanya. She might know. Last time I seen him probably like in the last. Jason ne semblait pas avoir de domicile stable. Il passait quelques mois ici, quelques mois là. Ça nous compliquait la tâche. Après avoir obtenu cette information, ils ont fait des recherches sur sa famille et ils ont localisé sa sœur. Les policiers ont trouvé la porte ouverte. Ils sont entrés sans savoir s'il y avait quelqu'un ou s'ils allaient trouver Monsieur Lewis ou Jason Small. La police fouille l'appartement, mais ne trouve aucune trace de Jason Small ou de sa sœur. Il était inoccupé. Il n'y avait personne, ni aucun indice sur l'endroit où il pouvait se trouver. On avait de plus en plus de soupçons. Les policiers parlent ensuite à un voisin.
C'était frustrant. On essayait de localiser des personnes qui étaient peut-être en danger, et le temps était compté. Il fallait qu'on recueille d'autres informations sur des proches de M. Lewis et de Jason Small. Pour l'instant, les recherches des enquêteurs n'ont débouché sur aucune piste. Plus le temps passait, plus ça devenait réel. Même si je ne voulais pas y croire. Il ne pouvait pas disparaître comme ça. On était tous très inquiets, mais je gardais espoir. C'était peut-être pas aussi grave qu'on l'imaginait. J'étais anéantie. Je suis rentrée à la maison en espérant qu'il allait franchir la porte et que tout irait bien. Mais ce n'est pas arrivé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et le lendemain matin, j'ai réuni des amis pour aller faire le tour du quartier et afficher sa photo. À présent, les enquêteurs tentent de localiser les membres de la famille de Jason Small pour savoir s'ils ont des informations sur sa disparition. Les policiers ont fini par trouver une de ses sœurs et ils lui ont parlé. Le frère de Jason Small arrive alors à l'appartement. Because I asked her a question, you answer it for her. I asked you a question, she answered. It's better if I do them separate. Now, we have two options here. We can do the talking here separately, and I'll be gone. Or we'll call in social services, have them take the kids, and the three of us will go downtown and we'll talk. How we do this? Why? We can take the kids home. Because we can't take them downtown with us. Okay, so wait. So, hold on, time out. Right now. I'm trying to take time out, but you getting all the... Come on, take him with you. He doesn't want to go put him in cuffs. Sir, you can't put me in cuffs. Oh, yeah, I can, because you're interfering with my investigation. Je comprends la réaction de la famille quand les policiers sont venus. Le frère et la sœur voulaient tous les deux être présents pour savoir ce qui se passait avec Jason. Mais en général, quand la police veut interroger quelqu'un, elle préfère être seule avec lui. Les policiers demandent au frère de Jason Small de sortir. Hold on, sir. Let me talk. We're here for your brother's benefit. I understand. Okay, you're not a suspect, so I understand. why won't you cooperate? Because I want to know what's going on. Before I give you any type of information about me or anything, I need to know what's going on. La famille ne savait pas ce qui se passait. Et les policiers, eux, étaient à cran. L'ambiance était forcément tendue. Because I'm black, you feel threatened because you're in my presence. No, because you have a shirt on and Yeah, but you don't see no holster, no nothing. That's racial profiling. Today it has to do with the black guy versus... Well, because you just assumed that's the problem with the police. I assumed what? I didn't assume anything. I'm checking for my safety. But what about my safety? Exactly. Y'all carrying weapons. Right. Police officers have problem with shooting minorities. Okay? So how you think I feel? Il y a beaucoup de méfiance entre ma communauté et la police. C'était comme ça à l'époque. Et la situation s'est aggravée depuis. C'est un problème auquel on se heurte assez fréquemment dans nos enquêtes. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas envie d'être en contact avec la police. Let's take him down. Sir, there's no reason for it. We're trying to help your brother. We don't know if
if your brother's okay and nothing much is happening, or if he may be lying dead somewhere, but you don't want to talk to the police. Well, because you're getting aggressive. If you can talk to me in I tried. If you can lower your tone and talk to me like a human being, then that's fine. When was the last time that you saw Jason? A while ago. Haven't seen him for a couple of months. So the two of you aren't all that close. No, we close. I'm just, you work and I work. Il a dit, je n'ai pas vu Jason, mais allez voir ma sœur. Elle l'a vu récemment. Donc, après avoir obtenu cette information, ils ont localisé une autre de ses sœurs et ils sont allés chez elle. Holy. Hi there, how you doing? Do you know Jason? Yes. Is your brother? Is he here? No. Are we able to step in and talk to you for a second? Have you heard from him at all? No. We're trying to make sure nothing happened to him. Because he works at that jazz cafe or whatever that is on the left. And the owner's not there and he's not there, so we're just trying to make sure that everybody's okay. Do you know anybody that he hangs out with, where they live? I know it's that bar. Anybody sees the street. You know her name? Do you know anything else? Like her last name or anything like that, or how old she is? Okay, where's Latrice? Elle savait qu'il fréquentait une femme noire. Et on savait que Jason avait quitté le café en compagnie d'une femme noire. Mais on n'avait toujours pas localisé ni Jason Small, ni Monsieur Lewis. Le temps jouait contre nous. Les policiers sont toujours à la recherche de Jason Small. Et ils décident de retourner au club de jazz pour une inspection plus approfondie de l'établissement. On a attendu que la famille revienne au café de leur père avec des clés, de manière à pouvoir entrer dans les pièces qui étaient verrouillées. Il y avait un local à l'arrière du café qu'on voulait inspecter, car on pensait que personne n'avait fouillé cette pièce la veille au soir. Yeah, there's a gate down there. Go ahead and let the dog get ahead of me. Alright, so I'm gonna come to that. Where's your locked door? Oh, here it is. Come here, Rock. En regardant par la vitre, on a vu des cartons empilés au-dessus d'un objet. No signs of life, right? No, you can see you've got rigor mortis and pooling. They got blood all over here, too. All the cleaning stuff's here, too. Alright, phone that we were looking for now. See it's going off. I'll let Jack know what's on the box. They were here yesterday. He said, I feel like we missed one. I said, hey, brother, you have yeah, camera's off. Camera's off. L'individu était décédé depuis au moins 24 heures. Il avait reçu une balle dans le torse et 2 autres dans le dos. La scène semblait avoir été nettoyée.
parce qu'il y avait des bidons de produits d'entretien un peu partout dans le sous-sol. Dans la poche de son pantalon se trouvait un portefeuille contenant des papiers d'identité et des cartes de crédit au nom de Donald Lewis. Quand j'ai appris la nouvelle, mon monde s'est arrêté de tourner. Je me suis effondrée. Mon mari était mort. Et je ne savais ni comment ni pourquoi. J'avais jamais entendu ma mère pleurer comme ça. Ça m'a démoli. Je n'arrivais pas à y croire. Il y avait beaucoup de monde à son enterrement. Don était connu en tant que musicien, il était très apprécié. C'était quelqu'un d'adorable. Ceux à qui il avait appris la musique étaient là. C'était très dur de ne pas pleurer à chaudes larmes. Mais on ne pouvait pas se le permettre. Il fallait tenir bon pour la famille. Maintenant, la priorité des enquêteurs est de retrouver Jason Small. Jason Small avait été vu pour la dernière fois avec une femme noire. Et sa sœur avait dit aux enquêteurs qu'il avait une nouvelle petite amie. Il fallait absolument qu'on le retrouve pour savoir s'il était sain et sauf. Grâce aux informations fournies par la sœur de Jason Small, les enquêteurs parviennent à établir l'identité de son ami. Des policiers se rendent à son domicile. Et devant la maison, ils tombent nez à nez avec Jason Small. Il a couru à l'intérieur de la maison pour se cacher. C'était bizarre, étant donné qu'on le recherchait parce qu'il était porté disparu. Pourquoi se cacher? Quelqu'un qui fuit et qui se cache, ça éveille les soupçons. C'est beaucoup plus dangereux. Les policiers ont entendu quelqu'un courir dans la maison. Il était caché dans un coin du grenier. Il a fini par sortir. Et vu son comportement, il a été arrêté pour entrave à la justice. C'est alors que la propriétaire de la maison arrive sur place. Elle voulait savoir pourquoi on était là et qui on recherchait. Je ne pense pas qu'elle savait qui était Jason Small. Mon collègue et moi avons été envoyés sur place pour obtenir son accord afin de pouvoir fouiller la maison et rechercher des preuves éventuelles. You just did it. You just did it, right? So now all of a sudden you say, I need a search warrant to go a little further. And then you tell me not to come a certain feet within my house, which is my house. And you're concerned about my safety, not saying that I trust you, because I really don't trust you with my safety. You know, I trust me more than I trust you. Wait, ma'am. Yeah, I can't give you details regarding the investigation. We're asking her to take us 2-3 hours to get a search warrant. Exactly. I gotta tell you, if somebody was in my house and I wasn't home, I'd be like, go in, get them. I get it. She's so nervous and upset because it's not interference, but violated. But you have to remember who's doing the violating. Après une longue négociation, les enquêteurs ont enfin gain de cause et ils peuvent finir de fouiller la maison.
Coming back, Casey. Yeah, somebody's definitely walking over here. Yeah. Here's the stuff. Any evidence or anything? But it's obvious that he was crawling up here. It's all clear. J'ai regardé sur ma gauche et j'ai vu une poubelle. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé un sac noir. On l'a sorti pour regarder ce qu'il contenait. Il y avait du matériel de vidéosurveillance et une très forte odeur de détergent émanait du sac. I can't wait to plug it in. You might get some kind of gruesome murder right on the video. C'était surprenant de trouver toutes ces preuves dans un sac poubelle. C'était la première fois que ça m'arrivait. Les policiers repèrent également une femme devant la maison. Elle dit être l'amie de Jason. He told me to be separate from everybody. Yes, do you have an ID on you? Ils apprennent qu'elle s'appelle Michelle et ils décident de l'emmener au poste pour l'interroger. Who was at the house with you today? Jason. I do not, but I don't know anything that's going on. He didn't tell me anything. He didn't seem different. And he saw the cops, like he saw him, and he ran. And when I saw him, my kids were still in the back seat, and so I ran outside. Okay. And how long have you known Jason? I want to say like a month and a half. Okay. Now, Jason, is that your boyfriend? No. Friend? Yeah, we were like becoming acquainted. Okay. I met him at his job on Fond du Lac. Have you met his boss before? Yeah, he cooked my food. Oh, okay. The boss did? Yeah. Je sentais qu'elle nous disait la vérité. Elle ne paraissait pas fébrile. Et elle nous parlait ouvertement des faits. Right. When you were at the cafe just to pick him up. Yes. I was texting him from the car, I was calling him from the car. So I was trying to wait. I kept calling and he kept saying, I'm coming, I'm on my way out, but just wait a couple minutes. So. Le jour de l'homicide, elle a trouvé qu'il avait un comportement bizarre. Elle était énervée contre lui car elle avait attendu au café pendant 1 heure. And then you went inside for just once. When I went inside, he said, okay, I'm just finished sweeping the floor. I was watching him mop and sweep the kitchen floor. Not the normal cleaner or something? No, it was like fragrant cleaner. It was like, it smelled real floral in there. He gets in the car and I say, well, is your boss coming? You know, to lock the place or whatever. He says, no. He said they had words about his pay. He said that we had words because I told him he's not going to use me. Pour elle, il était clair qu'ils ne s'entendaient pas. Leur relation était de plus en plus tendue. What are you thinking at this point? Do you think something's up? I think that I knew he was in the back of this restaurant for a while. And if, you know, now that this has happened, you know what I mean, my mind wanders. You know, you had to have been doing something back there. He kept telling me he was cleaning up. He'd been complaining about how his boss been like underpaying him. And I knew it was a history of like something going on. You know, so I knew he was real fed up with his boss. Quand elle a dit que Jason Small avait le sentiment d'être sous-payé, ça a fait tilt. C'est le mobile.
So, you know who Don Lewis is, correct? Yeah, that's my boss. So, when was the last time you were at the cafe? I opened up with Don. Don came and picked me up. You was at the bar? I mean, at the cafe? Yeah. So, did you know Don was missing? When party girl, she work at that cafe with us. She actually had called me around 2, and she was like, "Where you at? You all right? You all right?" She's like, "Don's missing. Don's missing." Did you say anything else to her? Yeah. What'd you say to her? I said, "They got us. They got us." What does that mean? It's like I'm just being like threatened, like, you know. What you being threatened for? Yeah, well, what is it that we dealing with here? Y'all dealing with drug dealer gang members that kidnap people for like 18, 20,000. Il essayait de nous faire croire que Donald Lewis et lui avaient été enlevés. Mais il n'a pas été capable d'en dire plus. Où avez-vous été enlevés? Qui sont ces gens? Combien étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils portaient? Il n'a pas su répondre. I know for a fact that you're lying to me, and I don't... Okay, but by you being frustrated, man, that's... No, what you're doing is you're lying to us. You know what happened to Don. What you mean I know what happened to Don? How you gonna tell me I know what happened to Don? Because Don stopped answering his phone at 10:04. So ain't nobody heard from Don since 10 o'clock yesterday. I want to explain everything to you while the camera is... That we can't do. I'll tell you what we do have right now. The DVR system that was taken out of there, we found it. Okay. This is the time when you need to start telling us what's going on. Because probably within the next hour or two, we're going to have access to it. So you just want to wait and let us watch it for ourselves to see what happens, or you want to tell us? I don't want to speak. I was kind of afraid, man. Quand on lui a dit ça, il a demandé à avoir un avocat et on a mis fin à l'interrogatoire. Jason Small n'a pas avoué. Et les enquêteurs savent qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour l'inculper jusqu'à ce qu'ils visionnent les images de vidéosurveillance. La vidéosurveillance montre M. Small et Donald Lewis à l'intérieur du Jazz Café ce matin-là. On les voit discuter et s'affairer. On voit M. Small aller derrière le bar où l'arme était rangée. On le voit prendre un tablier blanc. Et quand il se retourne, on voit qu'il l'a enveloppé. Il tient le tablier et on a l'impression qu'il y a une arme à l'intérieur. Puis, il sort du champ de la caméra. Il a une autre conversation avec Donald Lewis, puis ils entrent tous les deux dans la cuisine. Et en dehors du champ de la caméra, ils descendent les escaliers pour aller au sous-sol. C'est la dernière fois que M. Lewis apparaît sur les images. Ensuite, on voit Jason Small revenir dans le champ de la caméra et on le voit partir avec un sac noir à la main, dont on a établi plus tard qu'il contenait le système de vidéosurveillance retrouvé à l'endroit où il a été arrêté. Jason Small est arrêté et inculpé du meurtre de Donald Lewis. C'est malheureux. Cet homme a été tué à cause d'une histoire d'argent. Monsieur Small estimait qu'il n'était pas payé correctement. Et il s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler son acte. Le 9 juillet 2018, Jason Small est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
Le plus important, c'est de permettre à la famille de faire son deuil. Vous ne pouvez pas faire revenir l'être cher que vous avez perdu, mais au moins vous savez que la personne responsable est à sa place, en prison. It's time for the one and only Don Lewis. Hello, Milwaukee. I'd like to do a tune that I wrote for the city of Milwaukee. Quand j'entends certaines chansons qu'il avait l'habitude de jouer, je pense à lui. Et ça me rend triste. La première fois qu'on prononce le mot, il a résonné comme un objet métallique tombé sur du carrelage. Pas une phrase complète, pas une explication. Juste ces mots-là, c'est ici. Définitive, pose au milieu d'un couloir d'hôpital trop éclair où l'odeur de désinfectant te donne l'impression que toutes ces cuillères vivantes sont déjà en train de s'excuser d'exister. Morte. La mère n'a pas écrit. Elle a d'abord fait ce que font les gens quand leur cerveau refuse d'enregistrer l'information. Elle a cligné des yeux comme si la lumière lui faisait mal, puis elle a regardé ailleurs. À droite, à gauche. Comme si le bon sens allait se trouver sur un panneau d'orientation. Elle tenait encore la manche du garçon. Parce qu'on ne lâche pas un enfant, même quand on dit qu'il n'est pas là. La manche était humide, lourde, et dans sa main, ses tissus faisaient l'effet d'un pays étranger. Le garçon s'appelait Elias, qu'est-ce le prénom qu'on a retenu? C'est lui qui revient dans les rapports. Sur les formulaires, dans les souvenirs des autres. Comme une étiquette collée sur un carton, 3 ans. Trop grand pour qu'on le porte comme un bébé. Trop jeune pour qu'on le laisse se débrouiller comme un adulte. Un âge où l'on s'emporte, où l'on mène parfois pour éviter une punition. Où l'on se crée invisible juste assez pour tester la limite, si y soit là. Il n'avait pas l'air invisible. Il avait l'air d'un corps qu'on dépose. L'ambulancier qui l'avait amené ne regardait pas la mer. Il regardait une pointe précise au-dessous de sa tête. Comme si le plafond pouvait lui confirmer qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Ses gants étaient en taches. Pas de sang autre chose, place banale. Place triste, de la boue sèche et de l'eau salée. Il avait les yeux d'un homme qui a déjà dit trop souvent à des gens qu'il n'avait plus rien à faire et qui se demandait toujours. En rentrant chez lui, si qu'est vraiment vrai. La mère s'appelait Nora. Elle le répétait en détail. Encore et encore, comme si le détail pouvait renverser la conclusion. Il respirait. Je l'ai vous respirer. Je vous jure. À ce moment précis, le couloir a fait ce que font les couloirs d'hôpital. Il a continué. Indifferent. Avalant des brancards. Recrachant des infirmières, laissant passer des familles au visage effondré. Une porte battante à claque, quelqu'un rit. Loin, une seconde. Et si là, dans si décolle. Avec quelque chose d'obscène, on a demandé à Nora de s'asseoir. Le mot était doux, presque poli. S'asseoir, comme si la gravité qui lui tombait dessus pouvait être gérée par un fauteuil en plastique. Elle refuse, d'un geste. Puis elle s'est assise quand même, non pas par obéissance, mais parce que ses jambes ont cessé de la reconnaître. Elias, lui, était derrière une autre porte, une porte qu'on n'ouvre pas sans autorisation, sans badge. Sans raison, il avait traversé la quai sur un brancard. Le visage partiellement couvert, et si détail-là est resté dans la tête de Nora comme une trahison. On couvre un visage quand on ne veut pas qu'on le voie, quand on veut préserver la dignité. Dissent-ils quand on veut éviter le choc. Dissent-ils quand on veut que la scène se termine vite. Pense la mère, le médecin urgentiste n'a pas parlé longtemps. Il utilise des mots qui glissent. Arrête. Temps indeterminate.
maneuvers. Absence de réponse. Constate. Un langage qui ne racontait pas, qui classait. Un langage qui protégeait l'hôpital et qui écrasait le reste. Nora a posé une seule question. La question la plus simple, c'est le qui donnait envie d'étrangler le monde entier parce qu'elle ne devrait pas exister. Je peux le voir. On lui a répondu oui, plus tardique. Pas tout de suite, d'abord. Il fallait stabiliser la situation, d'abord. Il fallait finaliser les démarches, d'abord. Il fallait que quelqu'un, quelque part, transforme mon garçon en dossier. Elle est attendue. Elle a regardé l'horloge. Elle a senti son téléphone vibrer dans sa poche. Des messages entrants dont elle ne voulait pas connaître le contenu. Parce que répondre à un message, c'était admettre que le monde continuait. Le père d'Elias. Mark ne répondait pas. Elle l'appelait et tombait sur la messagerie. Encore. Encore. Et dans sa tête. Une pensée s'est imposée. Terrible. S'il ne répond pas, qu'est-ce qu'il ne sait pas? Si je lui dis, je crie la réalité. Si je ne lui dis pas, peut-être que quelque n'est arrive. Une infirmière est passée avec une pile de draps, une autre a poussé un chariot qui grinquait. Un agent de sécurité a jeté un coup d'œil discret vers Nora. L'oeil qui évaluait si vous étiez une menace ou une tristesse. Elle était les deux. Elle était une mère prête à briser un mur à mains nues. Quand enfin on lui a fait signe, on ne l'a pas guidée vers une chambre. On l'a guidée vers une petite pièce blanche avec une chaise. Un lavabo. Et cette sensation d'être entré dans un endroit où les voix deviennent basses par superstition. Sur le lit, Elias avait l'air plus petit, le corps immobile. N'est-ce jamais à la bonté là? Il ne prend plus la place qu'il prenait quand il s'agitait. Quand il relate, quand il traînait des pieds pour aller à l'école. Nora s'est approchée sans respirer. Elle a posé sa main sur le front d'Elias. Puis l'a retirée aussitôt, comme si le foie l'avait mordu. Elle a eu envie de dire son prénom, mais elle n'a pas pu. Sa gorge était pleine, comme un couloir bouche. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose qui n'était pas à sa place. Une marque. Fine, sur le côte du cou. Pas une entaille profonde, pas quelque chose de spectaculaire. Une trace comme on en fait un gratin trop fort ou comme on envoie après une bagarre d'adolescence. Quand les mains se grippent en poule, quand les ongles cherchent un point d'appui. Une trace qui ne prouvait rien, mais qui racontait trop. Elle a tourné la tête vers l'infirmière. Car c'est quoi? L'infirmière a pris une demi-seconde avant de répondre, une demi-seconde seulement. Mais dans les histoires comme celle-ci, c'est dans cette demi-seconde que tout commence à se fissurer. Que peut être la réanimation? On a dû. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a regardé le médecin. Le médecin a hoché la tête, comme un homme qui sait que ces mots seront disés plus tard. Nora a voulu croire. Elle a voulu accepter l'explication parce que l'alternative était trop lourde. Si n'est pas la réanimation. Alors quoi? Si n'est pas la réanimation. Alors quelqu'un a touché son fils avant l'ambulance. Si quelqu'un l'a touché, pourquoi? Et si quelqu'un l'a touché, pourquoi est-il là? Immobile, sans voix. Alors qu'il devait être à la maison, en train de faire semblant de faire ses devoirs. Elle s'est penchée. Elle regarde sa bouche entrouverte. Elle a la percu sur les lèvres. Une sécheresse étrange, comme si Elias avait eu très soif. Comme s'il avait couru longtemps, comme s'il avait essayé de parler et que personne ne l'avait laissé. Nora s'est redressée d'un coup, prise d'une panique physique. Animale, il ne peut pas être, non.
Le médecin appose une main sur son avant-bras. Un geste appris. Calibre. Je suis désolé. Désolé, le mot glisse. Désolé ne rend pas un enfant. Désolé ne rembobine pas le temps. Désolé ne répond pas à cette autre question qui, déjà, commençait à pousser comme une mauvaise herbe. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Elle n'avait pas de réponse. Mais elle avait des images, des éclats. Elias n'était pas rentré de l'école, s'il n'était pas immédiatement alarmant. Il y avait eu des jours où il traînait chez un copain, où il restait au terrain de basket, où il s'arrêtait au petit magasin à l'angle pour acheter une boisson sucrée et des chips. Nora lui avait envoyé un message. Pas de réponse. Elle l'avait appelé. Répondeur, elle s'était agacée. Puis inquiétée. Puis elle avait commencé à sentir cette montée froide derrière les côtés. Cette intuition qui ne veut pas s'expliquer parce qu'elle est irrationnelle mais qui vous met déjà en état de guerre. Elle avait appelé Marc. Pas de réponse. Elle avait appelé l'école. On lui avait dit qu'Elias était sorti à l'heure, comme d'habitude. Elle avait parcouru le quartier en voiture, les yeux vissés sur les trottoirs. Les arrêts de bus, les silhouettes de garçons de son âge. À une feu rouge, elle s'était surprise à espionner chaque adolescent comme un suspect. Parce qu'elle peut transformer le monde en casting de coupables, puis l'appel, un numéro inconnu. Une voix de homme, précis. Pas complètement adulte, comme quelqu'un qui joue au calme alors qu'il tremble. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Il est pas terre. Il respire plus trop. Je sais pas. Venez. Nora avait demandé à. La voix avait donné un lieu, un passage derrière des immeubles. Un espace entre deux parkings, un endroit où les parents ne vont pas. Parce qu'il n'y a rien à y faire, rien à acquérir. Rien à surveiller juste des coins où les ados se fabriquent une vie à l'abri des regards. Elle y était arrivée vite. Trop vite, elle avait vu une silhouette au sol. Des baskets, un corps, un garçon, pas le sien. Son cerveau l'avait pensé une seconde pas le sien, parce que le sien ne peut pas être au sol comique. Mais qu'était lui, Elias? Il y avait deux ou trois jeunes autour, des visages pâles. Des regards fouillants, une fille qui pleurait sans bruit. Un garçon qui reculait déjà, comme si la scène allait le contaminer. Nora avait créé son prénom. Elle s'était agenouillée. Elle avait touché son visage, Freud. Elle avait approché son oreille de sa bouche, cherché un soufflet. Puis, quelque chose. Un frémissement minuscule, ou peut-être qu'elle l'avait inventé. Elle avait senti son cœur se transformer en marteau. On avait appelé les secours. Les minutes s'étaient allongées comme du chewing gum. Quelqu'un avait dit. Il a pris son truc, je crois. Quelqu'un d'autre avait dit non. Il est tombé, une troisième voix. Trop rapide, j'ai rien vu. Moi. L'ambulance était arrivée, les gestes des secouristes savaient être rapides, précises, presque violentes. On avait écarté Nora, on avait posé des électrodes. On avait parlé en chiffres, on avait compressé la poitrine d'Elias. La réanimation, c'est une scène qui ressemblait à une bataille contre un corps qui refusait. Et quand on est une mère, on ne voit pas une technique. On y voit une agression nécessaire sur le trajet. Nora avait entendu un mot glisser entre deux échangeurs. Trop tard, elle ne savait même pas si l'avait dit. Elle ne sait toujours pas dans les catastrophes. La mémoire n'est pas un enregistrement, c'est un montage. Mais si mot s'était imprimé, et depuis, il se répétait dans sa tête comme un verdict. À l'hôpital. On lui avait retiré son fils à l'hôpital. On lui avait retiré son rôle
Elle n'était pas celle qui décide. Elle n'était pas celle qui touchait. Elle n'était pas celle qui protégeait. Elle était celle à qui on explique quand elle est sortie de la petite piste blanche. Elle a senti une fatigue immense, comme si on lui avait retiré toute sa chaleur. Elle cherche marque du regard dans la salle d'attente, et quand elle ne l'a pas vue, elle a eu envie de le détester. Comment osait-il ne pas être là? Comment osait-il respirer ailleurs? Elle trouve un coin pour appeler encore. Messagerie. Elle a laissé un message d'une voix qui n'était pas la sienne. Marc, réponse. C'est Elias. Il est à l'hôpital. Rappelez-moi. Elle n'a pas dit il est mort. Pas encore. Comme si taire les mots empêchait la réalité de s'installer. Comme si la réalité avait besoin de son accord. Un policier est apparu. Ou plus tard. Un policier est une femme en civil. La femme en civil portait un badge dans une pochette transparente, mais elle ne le brandissait pas. Elle avait des yeux qui observent trop. Des yeux qui ont l'habitude de voir les gens mentir sans s'en rendre compte. Madame Delmas. Nora a hoché la tête. Le policier a dit qu'ils avaient quelques questions. Pas beaucoup, juste pour comprendre les circonstances. Elle a entendu les circonstances comme on entend dossier. Et elle a compris. Sans qu'on ait besoin de lui dire que la mort d'un enfant n'est jamais sur le menu d'une mort. C'est un événement qui déclenche une machine. On nous a signalé une découverte dans une ruelle derrière les immeubles. Des mineurs présents, vous étiez sur place? Vous pouvez nous dire ce qui se passe? Nora a voulu hurler. Je ne sais pas. Mais elle a répondu autrement. Elle a raconté comme elle pouvait. Elle a parlé de l'appel, de l'adresse, des jeunesses, des contradictions. La femme en civil a pris des notes très vite. Puis s'est arrêtée sur un détail. Le numéro qui vous a appelé, vous l'avez encore. Nora a sorti son téléphone. Les mains tremblantes. Elle a montré l'historique. La femme a photographié l'écran. Vous avez reconnu la voix. Ah. Nora a cherché dans sa mémoire. Rien de net, une voix de garçon. Peut-être, ou un homme jeune. Une voix qui n'a pas voulu rester. Non, je sais pas. Le policier a échangé un regard avec la femme. Puis il a dit la phrase qui a fait remonter la foi dans le ventre de Nora. On va aussi devoir parler à votre fils, enfin, à ceux qui étaient avec lui. On a déjà des témoignages, qui ne correspondent pas tous. Non, qui ne correspondent pas tous. La phrase était presque administrative, mais Nora a entendu ce qu'il y avait derrière. Quelqu'un ment, quelqu'un cache, quelqu'un pur. La femme en civil a attendu. Elle ne posait pas de questions. Elle regardait Nora comme on regarde une porte qui peut s'ouvrir ou se fermer. Ce madame, est-ce qu'il y avait des problèmes? Des disputes. À l'école? À la maison. Des fréquentations. C'est là que Nora a senti la honte. Cette honte stupide qui vient même quand on n'a rien fait, pas de quoi voir que votre enfant a des secrets. C'est avouer que vous ne le possédez pas entièrement, et pourtant, elle a pensé à ces dernières semaines, Elias place fermée. Elias qui gardait son téléphone face contre la table. Elias qui sortait sans expliquer. Une fois, une entelle au doigt. Expliquez pas, oncle. Une autre fois. Une colère disproportionnée quand Nora avait insisté pour voir ces messages. Il était adolescent. Vous voyez, il s'énervait. Mais non, pas de problème, pasta. Elle a bu seulement drogue. Elle ne voulait pas le dire. Le dire, c'était salir son fils. Mais l'idée était déjà là, dans les non-dits de l'ambulancier. Dans les regards des jeunes autour de lui, dans cette phrase lâchée. Il a pris son truc. Je crois. La femme en civil a hoché la tête.
On regarder, on vérifier. Verifier. Encore un mot qui classe. Un autre homme arrive placé. Blouse blanche. Dossier sous le bras. Il a parlé de transfert. De formalités? Du passage à la morgue. Il la prononce chambre mortuaire, comme si la enquête un service pénal. Nora a senti sa gorge se refermer. Elle a insisté pour rester. Pour accompagner. Pour voir. On lui a dit qu'elle pourrait, plus tardy. Toujours plus tarde. Elle s'est retrouvée dans la salle d'attente. Avec le bruit des distributeurs automatiques et le clignotement d'un écran de télévision muet. Elle regarde les autres familles. Se demandant comment on peut être vivant quand on vient de perdre quelque chose d'aussi total, elle a senti sa colère grandir. Parce que la colère est plus facile que l'effondrement, Mark a fini par rappeler. Sa voix a éclaté dans le téléphone comme un choc. Nora? Qu'est-ce que? J'ai des appels. J'étais en réunion. Qu'est-ce qui se passe? Elle a eu une seconde où elle a presque menti. Une seconde où elle a voulu dire rien. Just pour respirer, puis elle a dit les mots. Elle la lâche d'un coup brut. Sans préparation. Parce qu'il n'existe pas de manière douce d'assassiner l'univers de quelqu'un. Chest Elias. Il est mort. Le silence à l'autre bout était si long qu'elle a cru que la ligne avait coupé. Puis un soufflet, puis un bruit. Comme un objet tombé un téléphone, peut-être. Ou une chaise reculée. Mark a dit non. Plusieurs fois, comme si le non était un sortilège. Il est arrivé vite, trop vite. Un homme qui court vers une vérité qu'il refuse quand il est entré dans la salle d'attente. Nora a vu son visage se transformer en voyant celui de son ex-femme, parce que n'était pas Nora qu'il voyait. C'était la confirmation. Ils se sont approchés l'un de l'autre sans savoir s'il fallait se toucher. Ils n'étaient pas ensemble, mais ils étaient attachés par quelque chose de plus fort que l'amour. Un enfant commun, et quand cet enfant disparaît, même la rancune se retrouve sans raison d'être. Mark a demandé à voir Elias. On lui a dit d'attendre. Il a haussé le ton. Pour la première fois, Nora a senti une étincelle de soulagement. Quelqu'un d'autre se battait pour elle. On les a finalement conduites. Ensemble, dans une pièce où le corps d'Elias n'était plus. On leur a dit qu'il avait été transféré, qu'il fallait passer par un autre service, qu'il y avait une procédure. Tout semblait logique. Et pourtant, Nora a senti une inquiétude nouvelle. Différente, comme une main froide sur la nuque. Où est-il? A demande Mark. Il est à la chambre mortuaire. Si mot a fait grimacer Mark. Il a serré les mâchoires comme un homme qui n'a plus de place pour respirer. Nora, elle s'est accrochée à une idée simple, au moins. Elias est quelque part, au moins. Il n'est pas perdu, au moins. Si cauchemar a eu lieu, ils sont suivis un couloir plus silencieux. Une porte plus discrète, une lumière plus blafarde. Un employé leur a demandé des papiers, des noms, des signatures. On leur a parlé comme à des jeunes dont on doit éviter la panique. On leur a dit, on va vous faire entrer. Et puis, à l'instant même où Nora a cru que l'histoire allait enfin se figurer la mort comme une pierre, Fouad m'a établi un autre homme est apparu. Halatant, un agent, unresponsible, quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'avoir peur. Mais qui avait peur là, maintenant. Il a parlé à l'employé à voix basse. Elle a parlé. Elle a jeté un coup de ouel vers Nora et Mark. Si regarde qu'on lance quand on espère que les gens n'y entendront pas la catastrophe. Mark s'avance. Qu'est-ce qu'il y a? L'employé a ouvert la bouche. La refermée, comme si les mots étaient trop gros pour passer.
Nora a senti son cœur se soulever contre ses côtes. Où est mon fils? La phrase est sortie de sa bouche avec une netteté étrange. Elle n'a pas tremblé, elle n'a pas soupli. Elle a demandé comment on accuse. L'employé a enfin parlé? D'une voix trop basse, trop fragile pour une information aussi énorme. On a eu un problème. Le monde a ralenti. Nora a vu la lèvre de Marc blanchir. Elle a vu les yeux de l'agent se détourner. Quel problème? A répété Marc. L'employé a pris une inspiration. Comme si elle devait être plongée dans de l'eau noire. Le corps d'Elias, n'est-ce pas à l'endroit où il devrait être? Et pendant une seconde, la seule chose que Nora a su, avec une certitude absolue, c'est que la mort qu'on lui avait annoncée n'était peut-être pas la fin de l'histoire, mais le début d'une autre, plus tordue, plus dangereuse. Une histoire où même un corps peut disparaître. Une histoire où l'absence ne se contente plus d'être un vide, mais il devient un acte. Elle a voulu répondre. Protester, comprendre, frapper quelqu'un, mais aucun geste n'était à la hauteur de la phrase qu'elle venait d'entendre. Parce que si le corps n'est pas là, alors où est-il? Et surtout, qui l'a déplacé? Ou pire encore la pensée qui à travers Nora comme une lame qui l'a laissé sans air si le corps n'est pas là. Est-ce qu'il a vraiment été mort? Un moment. Ou est-ce qu'on vient de l'aider à disparaître vivante? Le silence qui a suivi la phrase n'a pas été vide. Il a été plein de choses invisibles et violentes, la honte de l'employé, la panique de l'agent, la rage froide qui montait dans la gorge de Marc. Un titre brutal qui s'ouvrait dans Nora, comme si quelqu'un venait de lui retirer l'organe charge de croire au monde. Passe à l'endroit où il devrait être, a répété Marc. Plus lentement, comme s'il essayait de forcer la réalité à se corriger par la grammaire. Vous voulez dire quoi exactement? L'employé regarde l'agent regarde le sol. Les gens qui n'ont pas le droit de se tromper ont un réflexe, éviter les yeux. Parce que les yeux sont un tribunal, et Nora n'a pas support de ses détours. Cette chorégraphie de couloir où l'on cherchait les mots acceptables au lieu de dire la vérité, mon fils est où? A-t-elle demandé, et cette fois? C'était une exigence, pas une question. L'agent a tenté de reprendre le contrôle avec des gestes. Il lève les mains. Paumes ouvertes, comme pour apaiser un animal. Madame, on va éclaircir ça. Il peut y avoir des erreurs de transmission, de transferts. Marc avance d'un pas, son corps avait changé. On sentait chez lui la montée d'une violence continue, celle des hommes qui ont été éduqués à garder la tête froide et qui, d'un coup, ne trouvons plus de sens à cette discipline. Vous comprenez ce que vous dites. Vous comprenez. On nous a dit qu'il était mort. On nous a dit qu'il était ici. Et maintenant vous dites qu'il n'est pas ici. L'employé a avalé sa salive. Je dis qu'il n'est pas sur la table où il a été. Place. Si mort. Table. A frappé Nora comme un coup de poing. Pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il était réel. Une table, un endroit. Une surface froide. Un garçon devenu un objet logistique. Elle a senti sa vision se rétrécir. Et pendant une seconde, elle s'est dit qu'elle allait tomber. Mais au lieu de tomber, elle s'est accrochée à la seule chose qui lui restait. Avancer. Montrez-moi. Elle l'a dit comme on dit ouvrez. Donnez. Rendez. Montrez-moi le vide. Ils sont traversent une porte. L'air a changé. Plus Freud. Plus propre. Une odeur de métal et de savon. Il y avait des couloirs plus étroits, des badges, des codes, des panneaux qui donnaient l'impression que tout était sous contrôle et que précisément ce qui rendait l'erreur monstrueuse.
Un hôpital, c'est une machine. Si une machine perd un corps, si n'est pas un accident, c'est un effondrement de la confiance. Un autre employé, plus AG, est apparu. Alerté, elle avait un visage dorti par l'habitude des drames. Mais Mimi, elle semblait déstabilisée. Elle a consulté un registre. Elle a fait défiler des lignes sur un écran. Elle prononce le nom d'Elias à voix basse. Comme une prière qui peut déclencher une catastrophe. Dossier, Delmas, Elias, puis un froncement. Un arrêt, une respiration trop courte. Il a été enregistré à 19H12, transfer à 20H03. Elle a levé les yeux vers l'agent, qui a signé la prise en charge. L'agent a répondu un nom. Un nom de service, pas une personne. Qu'était déjà mauvais signe quand les responsabilités se dissolvent dans des intitules. Personne n'est coupable, donc personne ne répare. Mark regarde Nora, et dans ses regarde. Il y avait une accusation qui n'était pas dirigée contre elle, mais contre le monde. On ne peut pas faire comme on ne peut pas. La femme passagère a désigné une piste. La porte s'est ouverte sur un espace froid. Range, presque trop range. Des ranges, des draps. Des backs, it's that sensation. Immediate, inhumane. I see, la mort a un ordre. Elle a fait glisser un tiroir métallique, un autre, puis un troisième. Chaque ouverture produisait un son creux. Clinique, qui s'imprimait dans la tête comme un marteau. Non, Edith Nora. Avant même qu'on ait fini de chercher, parce que son corps savait. Son corps savait qu'il était absent. L'employé a refermé le tiroir et a fixé l'agent. Il n'est pas ici. Marker explose, pas un hurlement. Pas encore, un rire bref. Ne va, celui des gens qui basculent parce que l'absurde est trop grand. Vous vous rendez compte que qu'est-ce? Il a cherché le mot. Il n'y avait pas de mot qui n'ait pas l'air ridicule. Nora, elle était immobile. Son cerveau avait commencé à faire ce qu'il fait quand il n'a plus de repères, construire des scénarios. Chercher un chemin. Elle a pensé aux jeunes dans la ruelle. Elle a pensé à l'appel inconnu. Elle a pensé à la trace sur les coups. Et soudain, la phrase morte a perdu sa solidité. Elle est devenue une étiquette posée trop tôt, trop vite. Sur quelque chose de plus complexe, il a été pris. A-t-il dit, sans savoir d'où cas sortait. L'agent a répondu, trop vite. Non. Madame, on ne parlait pas de cas. Il peut y avoir une confusion, un transfert vers. Mark coupe, vers. L'employé plus AG s'est redressé. Presque vexé par sa propre perte de contrôle, on va remonter la chaîne. On va vérifier les caméras, les couloirs, les signatures, mais il faut que vous restiez calmes. Si comme ça est une étincelle. Mark a fait un pas, et Nora a cru qu'il allait frapper un mur. Comme, vous avez perdu mon fils. La femme a ouvert la bouche pour répondre. Puis s'est ravissée, parce qu'elle a compris. Ou parce que, pour une fois. Son langage professionnel ne trouvait pas de rideau à tirer, ils les ont conduits dans une petite salle. Pas une salle d'attente, plutôt une salle de réunion improvisée. Une table, des chaises, une boîte de mouchoirs. La boîte de mouchoirs était une verre. Quand une pièce contient une boîte de mouchoirs, c'est qu'on va briser des gens. Une responsable est arrivée. Taylor sombre. Badge plus official. Elle s'est présentée. Elle prononce des phrases rondes. Incident. Procedure. Priority.
Elle parlait comme quelqu'un qui veut contenir un incendie avec des mots. Nous prenons cela extrêmement au sérieux. Il peut s'agir d'une area de localisation interne. Il existe des zones temporaires de stockage. Marc l'a fixé. Vous parlez d'un enfant. Pas d'un colis. La responsable marque une pause. Elle abaisse les yeux sur des documents. Comme si les papiers pouvaient lui donner une posture stable. Je comprends. Je suis profondément désolée. Nous allons. Nora appose les mains sur la table, lentement. Assise Deutsche Taillen Blancs, elle a parlé sans trembler. Et c'est ce qui a fait peur aux autres. Les gens savent gérer les crises quand on hurle. Ils ne savent pas quand on devient précis. Dites-moi une seule chose. Est-ce que vous êtes capables de me prouver qu'il est mort? La responsable a eu un mouvement de recul, imperceptible. La question n'était pas prévue. Madame? Je veux savoir qui la constate. À quelle heure avec quel document. Et je veux savoir où il se passe après, minute par minute. La responsable a hésité. Puis a répondu comme une professionnelle qui tient encore debout. Le constat de décès a été effectué par le médecin urgentiste. Il y a un certificat. Nous allons vous le montrer. Nora a hoché la tête. Et après, qui l'a prise? Qui l'a transportée? Qui l'a reçue? En silence. La responsable a regardé l'agent. L'agent regarde le sol. La chaîne se brisait dans un endroit où personne n'était prêt à mettre son nom. Nous allons reconstituer, a dit la responsable, et dans sa voix. Il y avait une vue de faiblesse. Elle n'avait pas l'information. Marc a sorti son téléphone. Il a appelé un numéro. Nora a compris, un avocat. Ou un ami policier. Ou quelqu'un qui, dans cette ville, a accès au levier invisible. Elle a voulu lui arracher le téléphone pour appeler elle-même, mais elle n'avait personne. Dans les drames, on découvre rapidement qu'il existe vraiment dans ton carnet d'adresses. Pendant que Marc parlait à voix basse, Nora a eu un flash absurde. Le visage d'Elias quand il faisait semblant d'être mort sur le canapé pour échapper à une corvée. La langue sortie. Les yeux mi-clos, un rire retenu. Elle a senti ses yeux se remplir, mais la colère a séché ses larmes. Un policier est entré, suivi de la famille civile. Ils avaient déjà été mis au courant, visiblement. La femme civile avait ce regard de quelqu'un qui vient de comprendre qu'une affaire banale vient de prendre une tournure qui vous colle à la peau, à Madame Delmas. Monsieur Delmas, elle s'est arrêtée. On nous a dit qu'il y avait une incohérence sur la localisation. Marc explose en une phrase. Incohérence, ils ont perdu son corps. La femme en civil regarde la responsable. Vous confirmez? La responsable inspire. Nous confirmons qu'il n'est pas à l'emplacement prévu. Nous sommes en train de vérifier. La femme en civil hoche la tête, lente. Elle a déjà vu des institutions se protéger, mais là, elle a compris une chose simple. Si un corps disparaît d'un hôpital, ce n'est pas une incohérence. C'est un événement criminel potentiel. Et c'est que est celui d'un mineur. C'est pire. Elle s'est tournée vers Nora. On va traiter comme une disparition. À l'intérieur de l'établissement, il faut qu'on sécurise les accès. Le mot disparition est tombé dans la pièce comme une vérité qui prend forme. Nora a senti son ventre se contracter. Disparition. Ça veut dire qu'il n'est plus là, mais qu'il pourrait être ailleurs. Et qu'était la phrase la plus dangereuse au monde. Parce qu'elle réintroduisait une possibilité. Vivante. Est-ce qu'il peut être vivante? La question est sortie avant qu'elle ait le temps de l'interdire. La responsable a tenté de répondre par prudence. Madame, le certificat.
La femme en civil la coupe. Dousement, mais ferment. Pour l'instant, on n'exclut rien. On vérifie tout. Nora a compris quelque chose à ce moment-là. Personne ne voulait prononcer vivant parce que ces mots pouvaient devenir une promesse. Et les promesses, dans ce genre d'histoire, vous détruisent autant que les certitudes. On a bouclé des sports. On a parlé dans des talkies. On a envoyé un agent vers les sorties. Mark exige de voir les caméras. La responsable a dit qu'il fallait l'accord du service sécurité. La femme en civil a dit qu'elle allait l'obtenir. Ils les ont emmenés dans une pièce à part. Comme si leur douleur était un risque sanitaire, Nora sentait le temps se déformer. Chaque minute devenait une preuve perdue. Un homme du service sécurité est arrivé. Visage fermé, mains nerveuses. Il se présente avec un homme qui n'est resté dans la mémoire de Nora que comme une texture, une voix grave. Un ton défensif. Elle expliquait qu'il y avait des caméras dans certains couloirs. Pas partout. Il a dit que certaines zones n'étaient pas couvertes pour respecter la confidentialité. Mark a répété, place Dousement. Mon fils. Le homme hoche la tête, puis ça lance une vidéo. Un écran, des images granuleuses. Un couloir, des gens qui passent. Des blouses, des chariots. Nora se penchait, comme si ses yeux pouvaient entrer dans l'écran pour accélérer le temps. Ils ont remonté la chronologie, d'abord. L'arrivée du brancard. Elias. Couverte, on ne voyait pas son visage. Nora a senti une rage nouvelle. Dès le début, l'image l'avait effacée. On a vu un chariot sortir des urgences. Pousse pas deux employés. Le chariot avançait comme un objet banal. A coat, un homme en blouse. Il s'arrêtait, parlait de quelqu'un hors champ. Puis reprenait, s'esca. A dit le homme sécurité, transfert vers la zone mortuaire. Qui est cet homme? A demande la femme en civil, le sécurité a hésité. Je sais pas, un brancardier. La femme en civil a note. Elle avait déjà compris que les gestes passent la porte par laquelle les catastrophes entrent. Ils ont suivi le chariot dans un autre couloir. Puis l'image a coupe, angle mort. 2 minutes, puis une autre caméra. Le chariot réapparaissait, mais quelque chose clochait. Nora l'a senti avant de pouvoir l'expliquer. Elle a fixé l'écran. Le mouvement du chariot, le rythme des pas. Et soudain, elle a vu le détail qui fait basculer tout le monde. La couverture n'était pas positionnée par elle, là où, au départ, elle cachait le visage de façon rigide. Maintenant, elle était un peu plus passée. Comme si quelqu'un avait manipulé le corps, comme si quelqu'un avait vérifié quelque chose. Comme si quelqu'un s'était assuré de ce qu'il transportait. Stop. A dit Nora? Et sa voix se surprit tout le monde. L'homme de sécurité a mis pause. Image figée. Le chariot, les roues. Les mains sur la barre, la couverture légèrement déplacée. Quelqu'un la touche. A murmure Nora. Mark regarde, puis se hoche la tête. Lentement, oui la bouge. Cette phrase. Oui la bouge. Est un poison délicieux. Nora a senti son cœur s'emballerait en même temps. Ce pieu se transforma parce que si Elias avait bougé. Mimi un pieu, alors la mort n'était plus un mur. Mais une porte, la responsable a voulu intervenir. Rationnel, un déplacement de drap peut arriver pendant un transfert. La femme en civil lève la main pour la faire taire. On va vérifier l'identité des personnes. Et on va récupérer la liste du personnel présent tout de suite. La sécurité a relance. Le chariot disparaissait à nouveau, angle mort.
Puis il réapparaît Saïd près d'une porte. Une porte avec un badge. On voyait le homme en blouse passer son badge. La porte s'ouvrait. Il entrait avec le chariot, puis place rien. Cette caméra ne couvre pas l'intérieur, a demandé la femme en civil. Non, zone sensible. Ah! Mark a eu un rire bref. Sans Joey, zone sensible. Donc zone parfaite pour faire disparaître un enfant. Personne n'a répondu parce que personne ne pouvait contredire. On a changed d'angle, unicamera plus loin. Qui montrait une sortie de service, et là. L'écran a offert une image qui a planté quelque chose dans la tête de Nora comme un clou. Un chariot est ressorti. Le même peut être. Mais il semblait, plus léger, les roues vibrantes moins. Le mouvement était plus rapide, et surtout. La couverture avait une autre forme, moins pleine. Ce n'était pas une preuve, mais c'était une sensation. Et les sensations, dans les enquêtes, sont souvent les premiers signaux. Il n'y a personne dessus. Me dit Nora, presque sans voix. La sécurité a plissé les yeux. On ne peut pas. Regardez, et insistez, Mark. Regardez le chariot, c'est vide. Le homie sécurité n'a pas voulu s'engager. Mais la femme en civil penche la tête, attentive. Son instinct travaillait. Elle a demandé de revenir en arrière. De zoomer, l'image a pixelise. Le monde a tremblé dans des carrés gris, et puis, dans un coin du cadre, on a vu autre chose. Une silhouette qui passait derrière une porte latérale. Une silhouette en tenue sombre. Pas une blouse, un homme. Une femme, difficile. Mais la silhouette portait quelque chose contre sa poitrine. Un sac. Une couverture pliée, un petit corps. Nora a senti sa bouche se remplir de billets, la piste a tourné. Qu'est-ce a-t-elle soufflé? La sécurité a répondu, qu'à peut-être du link. Mark a frappé la table. Pas fort, mais assez pour faire trembler la boîte de mouchoirs. Du link, vous êtes sérieux? La responsable attend de reprendre. Nous ne pouvons pas interpréter. La femme en civil. Elle avait déjà pris une décision. Elle a sorti son téléphone, a parlé à quelqu'un. Elle a demandé qu'on bloque toutes les sorties de service, qu'on identifie la personne au badge, qu'on retrouve les brancardiers, qu'on récupère les logs d'accès. On traitait qu'à comme une extraction. Tel dit. Le mot était lourd. Extraction. Pas perte, pas confusion. Extraction. Nora a eu envie de vomir. Une extraction implique une intention. Une intention implique un pourquoi. Et le pourquoi est ce qui dévore les gens. Elle a fixé l'écran encore. Comme si la réponse allait se matérialiser, puis un autre détail a surgi. L'heure affichée en bas de l'image, 28:17. Elle a regardé la responsable, à 28:03. Vous dites qu'elle a été transférée, et à 20:17. Elle n'a pas fini. Sa voix s'est brisée. Mark a pris le relais. En 14 minutes, il a disparu. Dans votre établissement, sous vos caméras. La responsable a parlé. Malgré son maquillage, nous allons coopérer pleinement. Cooperer. Encore un mot qui sonne comme une protection. Nora a compris que si elle ne se battait pas, l'hôpital allait transformer cette disparition en incident administratif ou un incident. Qu'à un crime. Qui explose. La femme en civil pose une main sur l'épaule de Nora. Si geste, pour la première fois depuis le début. N'était pas calibre, il était humain. Madame, je vais vous demander quelque chose de difficile. Il faut qu'on revienne au début.
Dans la ruelle, les jeunes. Vous avez-vous des visages? Vous pouvez m'en décrire un... Nora a fermé les yeux. Elle a revu la scène. Les baskets. La fille qui pleure sans bruit. Le garçon qui recule. Et surtout, c'est lui qui avait appelé. Elle ne savait pas qui était. Mais elle se souvenait d'une chose. Il avait regardé Elias comme on regarde un problème. Pas comme on regarde un ami. Il avait une peur dans les yeux. Mais une peur qui ressemble à la culpabilité. Il y avait un garçon, cheveux courts, une veste, noire. Elle s'est arrêtée. Frustrée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Yeah. Mark et ajoute. Et il y avait une trace sur son cou. Nora l'a vu. La femme en civil note. Une trace. Nora a hoché la tête, comme des Anglais. Oui. La responsable a tenté de replacer l'explication médicale. Mais la femme en civil l'a coupé encore, place séchée. On vérifiera. Vous avez photographié le corps avant transfert. La responsable a paru choquée. Bien sûr que non, nous n'est. Donc aucune image, aucune preuve visuelle interne. Juste des documents. La responsable a serré les lèvres. Il y a les certificats. La femme en civil l'a regardé comme on regarde une porte fermée. Et si ce certificat a été établi trop tôt. Cette phrase a fait quelque chose à Nora. Elle a senti son cerveau s'embrasser. Trop tôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut déclarer mort quelqu'un qui ne l'est pas. Ça veut dire que son fils pourrait avoir été aileuse. Pendant qu'on lui annonçait une fin, Mark a attrapé sa tête entre ses mains. Arrêtez, arrêtez. Je vais devenir fou. Nora murmure, je le suis déjà. Ils ont été séparés un moment. Mark a été mené dans un bureau pour une déclaration formelle. Nora est restée avec la femme en civil. Dans le couloir, Nora a entendu. Au loin, des portes claquaient. Des pas rapides, la machine hospitalière se mettait à courir. La femme en civil s'appelait Léa. Nora l'a appris parce que Nora insistait. Les noms, Dancy et Chaos, sont des encres. Léa pose des questions sans se presser. Parce qu'elle savait que la mémoire se déforme quand on la brusque. Racontez-moi l'appel. Le ton, les mots. Nora a essayé de reproduire la voix. Elle a décrit la panique, mais pas la panique purée. Une panique maîtrisée, comme si la personne avait déjà choisi ce qu'elle allait dire. Il a dit, il respire plus trop, pas il respire pas. Plus trop. Léa a relevé la tête. C'est étrange. Les gens disent il respire plus trop. Ca sonne comme quelqu'un qui observe. Nora a frisson, ou comme quelqu'un qui sait qu'il doit vous faire venir. Mais il passe trop vite. Léa a hoché la tête. Elle a note. Puis elle a demande, surprise. Quelqu'un a tenté un massage cardiaque. Nora hésite. Je ne sais pas. Je suis arrivée et les jeunes étaient là. Personne ne faisait rien. Ils se regardaient. Léa a soufflé doucement, donc personne n'a essayé de le sauver. Aussi, c'est un signal. Nora a senti la colère remonter. Ils l'ont laissé là. Oh. Léa a demandé. Vous avez-vous des traces sur ces vêtements? Des déchirures? Nora a revu la manche humide. De la boue. Et comme si l'avait été traînée. Elle ne savait pas si c'était vrai. Mais l'image s'est imposée. Un garçon qui tirait derrière un immeuble. Loin des regards, comme un tyrant secret. Léa a recu un appel. Elle a écouté. Puis elle raccroche. Son visage change.
On a identifié le badge qui a ouvert la porte de la zone sensible. Il appartient à un brancardier. Mais si brancardier affirme qu'il n'a pas fait ce transfert-là, il dit que son badge a été emprunté. Mark, dans le bureau, a dû sentir le même effondrement. Emprunté dans une institution. Emprunté signifie j'ai me protéger, Nora a murmuré. Alors quelqu'un l'a prise? Ah. Leah a répondu sans détour. Oui. Si, oui là. Simple. Direct. A été plus violent que toutes les phrases précédentes. Nora a senti ses mains devenir glacées. Et vous? Vous pensez quoi? Elle a demandé que comme on demande à quelqu'un de dire la vérité, même si elle vous tue. Leah a répondu avec une prudence qui contenait une peur réelle. Je pensais qu'il y a eu une fenêtre de temps où quelqu'un a eu accès au corps. Et je pense que c'est quelqu'un a voulu que ce corps ne soit plus sous la responsabilité de l'hôpital. Pourquoi? Je ne sais pas, mais personne ne fait que pour rien. Personne ne fait que pour rien. Nora a répété la phrase dans sa tête. Elle a imaginé des raisons. Et chacune était pire que la précédente. Un autre policier est arrivé. Plus outgrade. Il a parlé à Leah. Ils ont échangé des phrases rapides. Procureur. Requisitions. Caméras extérieures. Téléphonie. Nora entendait les mots comme à travers l'eau. Puis, un événement minuscule change l'atmosphère. Une infirmière est passée. Précis. Et un murmure à une collègue. Ils ont retrouvé une trace de sang dans la ceinture de service. La phrase a flotté une seconde. Puis a été avalée par le couloir, mais Nora l'a attrapée. Comme une main attrape une corde. Qu'est-ce qu'elle a dit? A-t-elle demandé à Leah? Leah a hésité. Puis a répondu. Ils ont parlé d'une trace? Mais on ne sait pas si qu'est-ce li. On ne sait pas. Nora a entendu la formule comme un mot. Mais elle y avait déjà compris quelque chose d'essentiel. La vérité n'allait pas tomber du ciel. Elle allait être arrachée à une succession de on ne sait pas. Mark est revenu du bureau avec un visage vide. Il s'est assis à côté de Nora. Ils n'ont pas parlé pendant une minute. Le silence entre eux n'était plus de la rancune. C'était une survie. Ils ont dit quoi? A demandé Nora. Mark a avalé. Ils m'ont demandé si Elias avait eu des problèmes. Des gains après lui. De l'argent? Nora a eu un réflexe de déni. 3 ans. De l'argent. Mark a secoué la tête. Je sais pas, mais tu sais quoi. Il abaisse la voix. La semaine dernière, il m'a demandé si je pouvais lui avancer 50 €. Sans expliquer, il n'a jamais fait cas. Nora s'est figée. 50 €, ce n'était rien pour un adulte. Pour un garçon, c'était énorme. Et surtout, c'était un signal. Un besoin, une dette. Leah a relevé la tête. C'est important. Mark regarde Nora. Et Nora a senti une honte brûlante. Elle ne savait pas tout de son fils. Elle ne savait pas ce qu'il portait dans sa poche, ce qu'il portait dans sa tête. Il m'a aussi demandé. Nora a hésité, puis s'est lâchée. Il m'a demandé si je connaissais des gens qui travaillent à l'hôpital. Il a dit que comme une blague. J'ai ri. Mark l'a fixé quand, il y a 2 semaines. Leah note encore. Et Nora a senti l'horreur monter. Et si Elias avait anticipé quelque chose? Et si quelqu'un l'avait mené? Et si quelqu'un avait planifié? Pas seulement la ruelle, mais l'après. L'hôpital, la disparition du corps. Ils ont attendu encore, dans l'attente. Le cerveau fabrique des monstres. Nora a imaginé un homme en blouse qui n'était pas un homme en blouse.
quelqu'un d'aiguise, quelqu'un qui connaît les couloirs. Elle a imaginé que le corps avait été sorti dans un sac de linge. Elle a imaginé la silhouette en sombre portant quelque chose. Elle a imaginé Elias respirant encore. Fable. Et quelqu'un qui le maintient dans le silence. Marc brise le fil de ses pensées. Tu te souviens quand il faisait semblant d'être mort? Nora a fermé les yeux. Oui. C'était exactement que la cruauté de l'univers. Vers coïncider un jeu d'enfant avec un cauchemar, Lia a reçu un message. Elle a lu, son visage s'est tendu. On retrouve un brancardier qui était sur le secteur à 20. Il dit avoir vu quelqu'un pousser un chariot vers la sortie arrière. Il n'a pas reconnu la personne. Il dit elle a marqué une pause. Il dit que la personne boitait légèrement. Un détail minuscule. Mais dans les histoires comme celle-ci, les détails sont des portes. Nora a même un des garçons dans la ruelle. Il boitait. Je crois. Il avait une démarche. Elle s'est arrêtée. Incertain, Marc lève la tête. Brusquement, tu ne me l'as pas dit. Je ne savais pas que. Marc se lève. Non vous. Il a fait quelques espaces, puis s'arrête. Elias connaissait quelqu'un qui boitait. Nora a pense à l'école, aux voisins. Aux copains, un homme flotte. Mais elle ne sait pas laisser sier. Lia a insiste. Un ancien ami, un grand frère d'un copain. Un voisin. Nora a dit enfin. Il y avait un garçon plus âgé. Dans le quartier, il traînait avec eux l'été dernier. On l'appelait Timo. Je ne sais pas son vrai nom. Il avait eu un accident en scooter. Il boitait. Marc s'est figé. Timo. Il a répété comme si le nom était un poisson connu. Elias m'en a parlé une fois. Il avait dit que Timo était passionné. Le mot passionné dans la bouche d'un enfant n'a pas la même valeur que dans la bouche d'un adulte. Que signifie? Il fait peur. Il parlait trop près. Il a des yeux qui calculent. Il sourit quand il ne devrait pas. Léa a pris le nom. Mime approximatif. Elle a dit qu'elle allait le faire circulaire. Puis, tout s'est accéléré. Un appel du service urgence. Un médecin demandait de parler à Léa. Ils ont marché vite. Nora et Marc derrière, comme deux ombres qui suivent leur propre disparition. Dans son bureau, le médecin urgentiste était là. C'est lui qui avait prononcé mort. Il avait le visage fermé. Mais ses mains trahissant son stress. Il avait une conscience qui commençait à grincer. Léa parlait sans agressivité, mais avec une précision dangereuse. Docteur, je dois comprendre le constat. À quelle heure exacte vous l'avez établi? Le médecin a consulté son ordinateur 1954. Nora a senti son cœur s'arrêter une demi-seconde. 1954. Elle a répété. Était 2803. Vous l'avez transféré. Le médecin a hoché la tête, puis ça ajoute. Comme s'il cherchait à se justifier, nous avons effectué des manœuvres prolongées. Aucune réponse, aucune activité détectable. Léa a demandé, vous avez utilisé un moniteur? Oui. Vous avez eu une activité électrique? Le médecin a hésité. Une hésitation courte, mais suffisante pour que Nora comprenne. Il y avait un détail. Il a soufflé. Il y a eu des artefacts, des mouvements. Rien de confirme. Nora a senti la pièce se refermer, des mouvements. Le médecin a secoué la tête. Vite, capturé des réflexes. Des spasmes, car arrive. Si n'y est pas, mais ça peut être autre chose.
La voix de Nora était presque un murmure, et pourtant, elle a coupé le monde. Le médecin a regardé Léa. Puis Nora, son visage portait une fatigue coupable. Madame, je ne peux pas. Il a avalé. Je ne peux pas vous donner de faux espoirs. Mais il s'est interrompu. Puis ce lâche ce qu'il n'aurait peut-être jamais dû dire. Mais il y a des cas rares où des reprises tardives surviennent. C'est exceptionnel. Très exceptionnel. Marque claque. Donc vous n'êtes pas sûr. Le médecin a levé les mains. Le certificat a été établi selon les procédures. Je ne suis pas en train de dire qu'il est vivant. J'ai dit que la médecine n'est pas. Nora n'écoutait plus. Dans sa tête, une phrase nouvelle s'est imprimée. Reprise tardive. Car sonnait comme une porte qui se trouve dans une maison en feu. Léa a gardé son calme. Donc il existe une possibilité. Mime faible. Qu'il n'ait pas définitivement. Le médecin a coupé. Je n'ai pas dit cas. Mais il l'avait dit. Il l'avait laissé passer. Et dans le cerveau d'une mère. Les probabilités n'existent pas. Il n'y a que la possibilité. Et si cette possibilité existe, alors tout change. La disparition n'est plus seulement un outrage. Elle devient une course. Nora s'est tournée vers Mark. Les larmes sont arrivées enfin. Non pas de tristesse, mais de rage pure. S'il se sont trompes, Mark serre les poings. Quelqu'un le sait et l'a mené. Léa les a regardés. Et pour la première fois, elle a parlé comme une personne. Pas comme une inquiétude. On va agir comme s'il pouvait être vivant. Que veut dire qu'on se dépêche? Le mot vivant n'était plus interdit. Il venait d'entrer dans la pièce comme une armée. Ils ont commencé à courir après les traces, les caméras extérieures. D'abord, la sortie arrière. Un couloir de service qui donnait sur une petite rue. On regarde l'image d'une porte qui s'ouvre. Une silhouette en sombre qui sort en poussant quelque chose basse, difficile à distinguer. Et puis, un véhicule qui attend. Pas une ambulance, un utilitaire. Un break. L'image était trop mauvaise. La plaque illisible, l'angle mauvais. Le monde se moquait d'eux, mais il y avait un détail. Un autocollant sur la vitre arrière, une forme blanche. Un cercle, un motif. Qu'a pu être n'importe quoi, a dit les sécurités. Défensif, Léa a répondu. Et qu'a pu être tout, faites une capture. Donnez-moi le heure. Le heure, 28-22. Nora a accroché six chiffres comme on accroché un homme. 28-22. 20 minutes après le transfert. 28 minutes après le constat. 28 minutes entre la mort prononcée et la disparition exécutée. Marc a soufflé. Ils avaient un plan. Nora a chuchoté. Ils nous sont devancés. Puis, Léa a demandé les téléphones. Les réquisitions de téléphonie allaient prendre du temps. Mais elle pouvait agir vite avec une autre méthode, le contact. Les jeunes, la ruelle. Les témoins, on retourne sur place. Et-il dit, Nora a eu un mouvement instinctif de refus. Revenir dans cette ruelle, c'était rouvrir la scène. Mais elle a compris qu'elle n'avait pas le choix. Le pass était désormais un terrain d'enquête. La ruelle, à cette heure de nuit, avait une autre aura, moins banale. Place menacante, les lampadaires donnaient une lumière jaune. Maladive, des canettes traînantes. Des tags, des traces de pas dans la boue. Malgré la pluie fine qui commençait, il y avait comme une empreinte dans l'air. Ici, quelque chose se passe. Des policiers ont bouclé.
pose des rubans. Les voisins regardant derrière les rideaux. On a fait venir une équipe technique. Nora observe le sol comme si elle allait y voir le visage de son fils. Leah a demande, vous pouvez nous montrer où il était? Nora a point. Elle a senti ses doigts trembler. Le technicien a pris des photos. Il a mis des comptes. Il a cherché des traces. Nora a eu une sensation étrange. La scène appartenait désormais à la police. Son fils appartenait désormais à des procédures. Et-elle? Elle n'avait que sa douleur. Un groupe de jeunes s'est approché. Attaillés par les gyrophares, Leah les arrête. Les a interrogés. Nora scrute leurs visages. Elle cherchait le coupable, mais elle ne savait même pas quoi chercher. La malveillance, la peur, la honte ou ne filet. La même peut-être que celle qui pleurait, s'est mise à trembler. Leah l'a prise apart. Nora a voulu écouter. Mais on l'a écarté. Marc a tenté de forcer. Leah l'a calme. Si vous les effrayez. Il s'est assent. Laissez-moi faire. Nora regarde la fille. Elle avait l'âge d'Elias, des yeux rouges, des mains mutilées, et Nora a senti une compassion terrible. Parce que la fille aussi était une enfant, et pourtant, Nora avait envie de la secouer jusqu'à ce qu'elle vomisse la vérité. Leah est revenue après quelques minutes. Son visage était plus dur. Elle dit qu'Elias est venu ici pour rencontrer quelqu'un. Pas un ami, quelqu'un de plus âgé. Elle ne veut pas dire le nom, mais elle a pu. Marc a serré les dents. Timo. Leah a hoché la tête. Elle ne l'a pas prononcé. Mais est-ce que correspond à votre description? Elle dit aussi qu'Elias avait un truc avec lui. Quelque chose qu'il devait rendre? Nora a senti un vertige. Rendre. Une dette, une menace. Et l'appel. A demande Nora. Leah a répondu. Le garçon qui a appelé vous. Elle dit que c'était Nils. Un petit du quartier. Il a panique. Il dit qu'il n'a rien fait. Mais elle pense qu'il a menti sur quelque chose. Nora a murmuré. Trouvez-les. Leah a déjà donné des ordres. On a cherché Nils. On la retrouve chez lui, dans un appartement que la mère avait l'air d'une femme qui porte trop de fatigue. Quand les policiers sont entrés, elle a eu ce regard de mère qui comprend tout de suite que son enfant a effleuré une catastrophe. Nils avait 14 ans, un visage encore rond. Mais des yeux déjà vieux, il tremblait. Il répétait qu'il n'avait rien fait, qu'il avait juste appelé. Qu'il avait eu peur, Léa lui a parlé doucement. Presque tendrement. Tu as bien fait d'appeler. Mais maintenant, tu dois nous dire la vérité. Tout. Nils regarde Nora, et Nora a vu dans ses yeux quelque chose qui l'a brisé. De la culpabilité, pas la culpabilité de l'assassin. La culpabilité du témoin qui a laissé faire. Il respirait. A dit Nils, et sa voix s'est cassée. Nora a senti son corps se raider. Marc a écarquillé les yeux. Tu l'as vu respirer, a demandé Leah. Comme Nils a hoché la tête. Les larmes sortant enfin. Oui, il faisait, comme ça. Il a imité un souffle faible. Il avait les yeux ouverts un peu, mais il regardait pas. Nora a senti sa gorge se fermer. Et vous avez fait quoi? Nils a baissé la tête. On a appelé Timo. Le monde s'est figé. Le nom n'avait même pas besoin d'être expliqué. Pourquoi? A demandé Leah. Nils a sangloté. Parce que, qu'était lui, qu'était son truc. C'est lui qui. Il a dit à Elias de venir. Et Elias, il avait pris son truc de Timo. On téléphone. J'ai quoi? Ou de l'argent.
16 passe. Et Timo, il a dit qu'il allait lui faire mal. Nora avance d'un pas. Et quand Elias tombe, Nils a fermé les yeux, comme s'il voulait disparaître. Timo là, il la pousse. Oh, il n'arrive pas à finir. Elias est tombé, il a cogné. Il a fait un bruit. Et après, il bougeait de place. Timo a dit qu'il fallait pas appeler les flics. Il a dit qu'il s'en occupait. Mark explose. Il s'en occupait comment. En le volant à l'hôpital. Nils a sursauté. Il a dit qu'il connaissait quelqu'un à l'hôpital. Un cousin, un pote. Je sais pas, il a dit qu'il pouvait faire disparaître le dossier. Cette phrase a donné la nausée à Nora. Faire disparaître le dossier, comme si Elias n'était pas un enfant. Mais une erreur est effacée. Léa a demandé. Quand Timo est arrivé, il a fait quoi? Nils a respiré fort. Il a regardé Elias. Il a mis sa main sur son cou. Comica. Il a montré le geste. Une impression. Il a dit qu'il faisait encore un truc. Et après, Elias il a eu un spasme. Et Timo a dit merde. Nora a senti sa vision se brûler, la trace sur le cou. La pression, les mots merde. Tout s'emboîtait comme un puzzle cruel. Et ensuite, a demandé Léa. Il a dit qu'il fallait le déplacer. Qu'on ne pouvait pas le laisser là. Il a appelé quelqu'un. Et après, il y a une camionnette qui est venue. Ils l'ont mis dedans. Et Nils a hoché la tête. Timo est une autre, plus grande. Avec une capuche. Nora a chuchoté. Une camionnette avant l'ambulance. Nils a secoué la tête. Panique. Non. Après l'ambulance. Enfin, je sais place. Il s'est mis à pleurer place forte. Je voulais juste que s'arrête. Léa pose une main sur son épaule. Respire. Prends ton temps. La vérité, on va la trouver. Mais tu dois nous aider. Nils inspire, puis lâche la phrase qui a fait basculer la nuit entière. Timo a dit, il a dit s'il le déclare mort. C'est bon. Nora a senti un froid traverser son corps. De la nuque au ventre, s'il le déclare mort. Comme si tout était une stratégie. Comme si la mort administrative était inutile. Comme si l'hôpital n'était pas un refuge, mais une étape du plan. Marc a pris la tête de Nils entre ses mains, sans lui faire mal. Mais avec une intensité effrayante. Écoute-moi. Où est Timo? Nils a eu peur, et elle a regardé Samira. Samira commence à trembler aussi. Elle a dit. D'une voix épuisée, il traîne vers les garages. Derrière le centre commercial, tout le monde le sait. Mais personne ne dit rien. Léa a déjà donné des ordres à la radio. Garages. Centre commercial. Patrouilles. Nora, elle était paralysée par une pensée unique, s'ils le déclarent morte. C'est bon pourquoi? Bon pour effacer les recherches. Bon pour que personne ne cherche un garçon vivant. Bon pourquoi ne le considère plus comme une urgence, mais comme un corps. Elle regarde Léa. S'il est vivant. Léa a répondu. Alors chaque minute compte. Ils sont retournés à l'hôpital en vitesse. Parce que Nora voulait une chose. Vérifier. Encore tout. Le certificat, le médecin, le moniteur, les logs. Elle voulait comprendre comment un garçon peut être déclaré mort, puis devenir un objet qu'on extrait.
All'hôpital, l'ambiance avait changé. Si n'était plus un établissement qui guérit un incident, qu'était une fourmilière en crise. Des employés chuchotaient, des portes étaient gardées. On sentait l'institution se raidir comme un animal blessé. La responsable annonce qu'ils allaient ouvrir une enquête interne. Marc crèche, ça ne m'intéresse pas. Je veux mon fils. Léa a obtenu la liste du personnel présent, les brancardiers. Les badges, un nom ressortait. Celui dont le badge avait ouvert la porte officiellement. Etsy brancardier, on l'avait trouvé. Un homme d'une trentaine d'années, visage pâle, sur au front, qui répétait qu'il n'avait rien fait. On m'a pris mon badge, disait-il. Je l'ai laissé dans le vestiaire, j'y sais pas? Léa l'a interrogé. Qui a accès au vestiaire? Tout le monde. Nora a senti une rage pure, tout le monde. Donc personne, donc impunité. Marc, Louis. A repéré un autre détail, vous boitez. Les brancardiers a eu un mouvement de recul. Non. Quelqu'un boitait ce soir, a insisté Marc. Le brancardier a hésité, puis il a dit. Il y a un agent d'entretien qui boite, mais il n'était pas sur ce couloir. Enfin, je crois. Je crois encore. Léa demandé les agences d'entretien. On a cherché. On a interrogé un homme arrive. La cinquantaine, démarche inégale. Visage fermé, il avait l'air d'un homme qui n'a pas envie d'être là. Pas parce qu'il est coupable, mais parce qu'il sait comment que se termine. Avec des gains qui cherchent, un responsable et qui le trouveront chez que lui qui ne peut pas se défendre. Il a juré qu'il n'avait rien vu. Rien fait, mais son regard fouillait. Léa l'observe. Les fouillards ne sont pas toujours coupables. Parfois, ils sont juste au mauvais endroit dans une machine qui écrase, puis une information est tombée comme une lame, la silhouette ensemble. Sur la caméra, portait des chaussures avec une semelle blanche très marquée. Un détail. Et dans les couloirs, on a commencé à regarder les chaussures des gens comme si la vérité allait être au bout d'une semelle. Nora a vu des employés la regarder, et elle a compris. Il savait pire qu'elle, accuse quelqu'un. Et elle avait pire qu'ils protégeant quelqu'un. Marc a reçu un appel. Il a répondu, puis son visage s'est crispé. Ils ont trouvé une camionnette près des garages, abandonnée. Nora a eu un vertige. Abandonnée. Avec quoi dedans? Marc a secoué la tête. Ils ne savent pas, ils disent qu'ils vont. Léa a pris le téléphone de Marc, a parlé à la personne. A donné des instructions. Elle la raccroche et regarde Nora droit dans les yeux. On a une piste solide, mais je dois vous préparer à quelque chose. Les gens qui font cas, ils font cas pour catcher, donc ils détruisent. Ils effacent. Nora a senti le sol se dérober, effacer. Détruire. Son fils n'était plus un enfant. Il était devenu une preuve. Elle a voulu croire. Mais elle a gardé sa voix parce qu'elle a compris une vérité cruelle. Si elle s'effondrait, la machine avance sans elle. Si elle tient debout, elle impose sa présence. Je viens, a-t-elle dit. Léa a hésité, madame. Si n'est-ce pas, je viens. A répète Nora, vous ne me laisserez pas derrière. Pas après ce qu'ils ont fait. Marc se rapproche. Il a posé une main sur le dos de Nora. Un geste rare, presque intime. Qui disait, on a place le luxe de se détester. Ils sont partis vers les garages la nuit. Dehors était lourde.
Les gyrophares peignaient les murs, une odeur d'essence et de métal. La camionnette était là, porte ouverte. Comme une bouche vide, les policiers avaient mis des gants. Les techniciens prenaient des photos. Nora a voulu courir. Mais les l'a retenu. Attendez. Nora a regardé l'intérieur. Il y avait des traces, des fibres. Un chiffon. Et sur le sol, une petite tache sombre. C'est du sang. À tel moment, un technicien a répondu sans la regarder. On prélève, on saura. Nora a failli s'effondrer, mais elle s'est accrochée à un autre détail, une couverture froissée dans un coin. Comme un drap roule trop vite, Marc s'avance. Il a reconnu quelque chose, une petite déchirure sur le tissu. Au même endroit que la manche d'Elias, il regarde Nora. Et pour la première fois depuis le début, il a dit quelque chose qui ressemblait à une prière. Mais avec une rage de homme, il était là. Et Nora a fermé les yeux. La scène s'est recomposée. La ruelle. L'hôpital, le badge. La porte, le chariot. La sortie arrière, la camionnette. Une chaîne en plan. Léa se penche vers le technicien. Cherche des empreintes, des cheveux. Tout. Nora a entendu un policier dire à un autre. S'il est vivant, il est en danger. Cette phrase. A voix passée, a transperce Nora comme une lame. Elle a compris qu'elle n'avait plus le droit d'être simplement une mère en déhuilée. Elle devait être une mère en chasse. Et dans cette chasse, une question prenait une forme monstrueuse. Pourquoi déclarer mort un garçon qui respirait encore pour gagner du temps? Pour endormir la ville, pour que la recherche commence trop tard. Nora regarde le ciel sombre, puis se murmure. Comme si elle parlait à Elias à travers la nuit. Tiens bon? Mais l'univers ne répond pas aux mères. Léa a reçu un nouvel appel et son visage s'est figé. On a localisé Timo. Nora a senti son cœur bondir. Ouh! Léa a répondu. Et chaque syllabe avait le poids d'une porte qui s'ouvre sur la horreur, dans un bâtiment abandonné. À 12 kilomètres d'ici, on voit vers maintenant. Marc a serré la main de Nora. Ils n'ont pas parlé. Ils n'avaient plus de mots. Ils n'avaient plus que le mouvement, la vitesse. La peur est au fond de la nuit. Quelque part, la vérité attendait pas comme une réponse. Mais comme une scène qu'ils n'étaient pas prêts à voir. Les voitures ont glissé dans la nuit comme si elles avaient tenté de faire du bruit. Les gyrophares, cette fois, n'étaient pas une annonce, mais une menace. Ils peignaient les façades d'éclats bleus et rouges, transformant les arbres en silhouettes dont créent les fenêtres en yeux qui se ferment. Nora, sur la banquette arrière, avait les mains serrées si fort que ses ongles laissaient des croissants, blancs dans sa peau. Marc, à côté d'elle, ne cessait de bouger la jambe. Un mouvement sec, nerveux, comme s'il voulait battre le temps, le punir. L'empêcher de filer. Léa était devant. Concentré, le téléphone collé à l'oreille. Recevant des informations par fragments, des phrases hatches. Des adresses, des îles du mouvement. Des insécurités, son visage ne trahissait rien. Mais sa posture avait changé. Elle n'était plus en train de reconstituer. Elle était en train de rattraper. Le bâtiment abandonné se dessinait déjà dans le noir. Une carcasse de béton, des vitres brisées qui reflétaient la lumière des phares comme des dents. Autour, un terrain vague. Des herbes hautes, des déchets importés par le vent. Ces genres d'endroits où les ados viennent se faire peur et où les adultes ferment les yeux parce que reconnaître ces lieux.
C'est se reconnaître qu'on n'a pas tout surveillé. Les policiers ont arrêté les voitures à distance. Des silhouettes en gilet pare-balles se sont déplacées. Rapides, silencieuses. On a entendu des ordres dans les radios. CS voix comprises. Mécaniques, qui transforment la panique en procédure. Léa tourne la tête vers Nora et Mark. Vous restez ici. Nora secoue la tête avant même d'entendre la fin. Non. Madame, c'est dangereux. Mon fils est dangereux pour vous. Alors ils l'ont pris. Je ne reste pas ici. Mark ajoute, sans élever la voix, mais avec une fermeté nouvelle. Vous ne nous parquerez pas comme des objets en vient. Léa hésite une fraction de seconde. Elle avoue dans les yeux que ce n'était pas une négociation. Elle soupire, puis a donné un ordre à un agent. Qu'ils restent derrière vous. Pas un pas devant. Nora est sortie de la voiture et Léa froide la giflée. Elle a senti l'odeur de la terre humide, de la rouille, du carburant, comme si la nuit elle-même était sale. Elle avance avec les policiers, sans souffler court. La gorge séchée, chaque pas vers les bâtiments était un pas vers une réponse. Et chaque pas vers une réponse ressemblait à une condamnation. Ils sont contre une clôture défoncée. Des morceaux de métal grincaillent sous les chaussures, un chien a aboyé au loin. Puis c'est tout, le silence est revenu. Place l'ordre encore, comme si l'on doit retenir sa respiration. La porte principale du bâtiment était entrebâillée. À l'intérieur, noir, une lampe torchée a balayé les murs. Des tags, des trous, des ombres mouvantes. La lumière coupait l'obscurité en tranches, révélant des détails qui semblaient sortir d'un cauchemar. Une chaise renversée, un matelas sale, des bouteilles vides, une couverture jetée sur une tasse de gravates. Nora s'est surprise à chercher des indices comme on cherche un visage dans une foule. Elle voulait voir Elias dans chaque pli de tissu, dans chaque reflet, dans chaque recoin, et elle l'a compris. Brutalement, c'est ce qu'a fait de devenir une mère qui pensait comme une inquiétude. Tout déviant signe, tout déviant menace. Ils ont progressé lentement, les policiers en tête. À mes pointies, un pas. Un arrêt, un regard. Un autre pas, un craquement de verre. Nora a senti son cœur cogner si fort qu'elle avait l'impression que l'endroit pouvait l'entendre. Une voix s'est élevée. Soudain, au fond du bâtiment. Pas un cri, un juron. Quelqu'un qui s'énerve, comme si quelque chose ne se passait pas comme prévu. Puis un bruit de course. Les policiers ont accéléré. Nora a voulu courir aussi, mais un agent l'a retenu. Un bras fermé, pas violent. Juste intransigeant. Mark s'est tendu. Peut se battre contre l'agent, puis s'est arrêté. Comme s'il venait de comprendre que se battre ici, c'était perdre du temps. La lumière des torches a pris un escalier en béton. Des marches fisheries. Une rampe tordue, les policiers ont monté. Deux par deux, les armées devant. Et Nora a senti une pensée absurde. Ils montent comme si c'était un film. Sauf que dans les films, on sait que le héros survit. Dans la vraie vie, on ne sait rien. Ils sont arrivés sur un palier, une porte sur la gauche. Un éclat de lumière à travers une fente, des voix basses. Léa lève la main, silence. Une seconde suspendue, puis un coup de botte. La porte a cédé. À l'intérieur, une pièce vide moitié, des cartons. Un vieux bureau, un matelas au sol. Une seule ampoule pendait, nuée, tremblante, dans l'anglais. Un garçon placé, capuche sombre.
s'est figé comme un animal pris dans une ferry et sur les matelas. Il y avait une couverture. Nora a vu la forme sous la couverture et son corps s'est mis à avancer avant qu'elle ne décide. Un agent l'a retenu, encore. Mais elle arrache son bras, marque cry. Elias. La couverture bouge, un mouvement faible. Comme un soufflet, Nora a senti le monde exploser en elle. Ce n'était pas une preuve, ce n'était pas une certitude. Mais c'était une possibilité qui se matérialisait. Léa ordonne. À terre, le garçon a reculé, les mains levées. Les yeux écarquillés, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Un policier la plaque au sol. Le garçon a gémi. Nora a atteint les matelas. Elle tire la couverture d'un geste si brusque que l'air s'est rempli de poussière. Et là, elle est à vous. Ce n'était pas Elias, qui était un autre garçon. Plus grand, la peau grise,